Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est Cécile Jodogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge du SIAMU. Le SIAMU, on va en parler en long et en large. Depuis hier, la fameuse réforme tant attendue est entrée en vigueur. Alors je vous propose 3 réponses. Désormais, tous les problèmes sont réglés, ça c'est la première. Petit B, c'est un premier pas, mais le reste du travail, c'est le succès dépend de la bonne volonté des pompiers. C'est B et C. Je pense que les choses maintenant peuvent se mettre en place. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas parce qu'on est maintenant le 2 mars que tout est résolu. Et bien sûr, comme toujours, cela dépendra aussi de la bonne volonté de l'ensemble des personnes concernées au niveau du SIAMU et aussi au niveau politique. Alors, dans cette réforme, on revoyait un petit peu le leadership au sein du SIAMU et on sait que le chef et son adjoint ne sont pas encore nommés. Il y a eu une première procédure qui a été finalement avortée, on a dû la relancer. Est-ce que c'est pas compliqué, ça, de mettre en œuvre une réforme quand on n'a pas encore les patrons ? Alors, ce n'est effectivement pas là cette situation idéale. En même temps, il n'y a pas de problème. Les personnes sont bien désignées dans des faisans fonctions. Ce sont des personnes expérimentées et qui donc s'attellent pleinement à mettre en œuvre cette réforme. Il n'aurait pas fallu retarder un peu pour tout changer en un coup ? Non, je pense vraiment qu'il était urgent de pouvoir maintenant mettre en œuvre cette réforme. Et je le dis, elle est mise en œuvre, y compris dans les fonctions de fonctionnaires dirigeants et de fonctionnaires dirigeants adjoints. Simplement, ce sont des personnes qui sont là en faisant fonction pour quelques semaines et les choses seront en place. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans la réforme qui sont en œuvre. On va en parler, mais parlons encore de les personnes qui seront à la tête du SIAMU. On disait qu'il était impossible de désigner étant donné le rapport des commissions de sélection, qu'il fallait relancer la procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de candidat qui était intéressant. Quel était le problème? Écoutez, effectivement, les résultats de la commission, donc c'est une commission indépendante qui a estimé que dans les candidats, il n'y avait pas lieu d'aller jusqu'à la désignation maintenant. On a relancé les candidatures. Cela montre bien l'indépendance de cette commission et la volonté de pouvoir faire ce choix en toute indépendance. C'est une question de semaines. Les candidatures vont être déposées. Il y aura le temps nécessaire à la commission de pouvoir réentendre ou entendre les candidatures. Alors par contre, il y a une personne qui a été mise en place, c'est le fameux coordinateur administratif, c'est lui qui va être en charge notamment des fameux marchés publics, on en a beaucoup parlé. C'est quelqu'un qui travaille au SIAMU depuis 2001, qui était en fait à l'opérationnel à la base et qui a eu des formations complémentaires. Pourquoi ce choix-là? Non, il a la spécificité d'avoir une carrière dans le privé en tant que manager et qui a à un moment donné dans sa carrière décidé de passer dans le service public et de devenir pompier. Donc il a effectivement la particularité d'être à la fois avec un profil administratif et une expérience et une expertise dans ce domaine-là, mais aussi une connaissance en tant qu'officier au SIAMU. Alors dans cette réforme, on va voir que l'administratif est désormais un peu au service, en tout cas sous les ordres de l'opérationnel. Ça, c'était le bon choix pour qu'il n'y ait plus de problème? Soyons clairs, le SIAMU, c'est un service public essentiel dont la mission principale, c'est quoi? Ce sont les interventions d'urgence, interventions médicales ou interventions feu. C'est ça le rôle essentiel du SIAMU. Il me paraît donc tout à fait normal que l'ensemble des administratifs et des opérationnels d'ailleurs sont au service de cette mission publique qui sont les interventions du terrain. Donc bien sûr que le personnel administratif, il est là pour faire en sorte que les interventions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 se passent dans les meilleures conditions possibles, bien sûr pour les Bruxellois et aussi évidemment pour ces hommes et ces femmes qui vont au feu ou qui interviennent dans des interventions d'urgence médicale. Je pense en effet que la clarification de la structure organisationnelle du SIAMU avec un officier chef de service qui est le fonctionnaire dirigeant mais qui est secondé par un coordinateur administratif et un commandant en second et avec des directeurs de département aussi, c'est une structure qui est simplifiée, qui est claire et surtout où le rôle de chacun est bien défini. Donc pour vous, ce qu'on a vécu par le passé avec un flou sur la passation de marché public sans respecter les règles, ça ne devra plus se reproduire? Alors, il y a différentes choses. Je pense que le fait qu'il n'y avait pas effectivement une répartition claire des rôles entre la partie administrative et la partie opérationnelle sur ce qui touchait à l'organisation de la gestion administrative est une source de conflit qui a aussi amené, en effet, mais il y a d'autres raisons, à ce que
Ces dernières années, il y a eu des soucis au niveau de l'organisation administrative dans la gestion des marchés publics. Il s'agit maintenant de faire rentrer le SIAMU dans le XXIe siècle en lui donnant cette structure claire, cette mission claire, avec des évaluations aussi, mais également en lui donnant les outils et le personnel nécessaire pour le faire. Alors, la réforme, justement, entre en vigueur et pourtant, il y a un mécontentement chez les pompiers. Il y a une assemblée générale mardi, donc on était vraiment à l'avant-veille de l'entrée en fonction de la réforme. Comment est-ce que vous expliquez ce mécontentement soutenu par les 3 syndicats en Front commun? Alors, le mécontentement n'a rien à voir avec la réforme qui est mise en œuvre. Et je discutais encore avec des sapeurs-pompiers ce matin. Ce n'est pas ça qui est mis en cause. Ils ont effectivement des inquiétudes et des questions par rapport à une organisation du service de garde. Donc ça, ce n'est pas la réforme qui le détermine, c'est une organisation opérationnelle et ce sont les opérationnels qui doivent gérer cela. Donc il ne faut pas mélanger les deux. C'est un mécontentement que j'entends, auquel il faut pouvoir répondre. J'y serai attentive, mais ce n'est pas lié à la réforme, qui est plutôt soutenu par l'ensemble du personnel. Alors, il pointe ici une surcharge de travail, un manque de matériel et demande de revoir donc à la hausse l'effectif de garde. Est-ce que c'est possible, ça, de revenir finalement à la situation qu'il y avait après les attentats de Paris ou lorsqu'on était au niveau de vigilance plus élevé? Donc ce n'est pas lié au niveau de sécurité, mais effectivement, il y a des questionnements par rapport au fait de dire est-ce qu'il ne faut pas revenir à une garde, et principalement de nuit, plus importante. Donc ce sont des choses qui vont être discutées, c'est un point d'attention et il faudra venir avec des solutions et des explications qui à la fois rencontrent ces inquiétudes, mais qui restent aussi évidemment dans un cadre d'efficacité et dans un cadre qui est tenable au niveau de l'organisation du service public. Et donc c'est toujours la balance qu'il faut trouver, l'équilibre qu'il faut trouver. Il y a eu une grande opération de recrutement qui a été lancée pour les prochaines années. Est-ce que ce sera suffisant et à partir de quand ces gens-là seront opérationnels? Alors, une série 120 recrues sont déjà en place, mais elles terminent leur formation. Il faut dire que ces dernières années, il y avait une absence de recrutement. Donc, il y a des trous qui se sont faits dans le cadre. Donc, il faut à la fois un peu rattraper le retard d'abord, et puis éventuellement renforcer les effectifs. Ça doit se faire au niveau des entrées, donc des recrues, des sapeurs-pompiers. Ça doit se faire aussi au niveau des officiers, et ça doit se faire aussi au niveau des administratifs. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis ces 2-3 dernières années, de renforcer le service du SIAMU. Alors, les auditions sur la gestion passée du SIAMU continuent au Parlement bruxellois. Il y a une commission spéciale qui a été mise en place. Dans un communiqué, vous écriviez que vous prenez acte de la création de cette commission spéciale. Ça veut dire quoi? Vous vous en réjouissez pas? Écoutez, c'est le rôle du Parlement de pouvoir interpeller et contrôler ce que fait l'exécutif. Donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Il y a cette demande donc, qui a été de prolonger les commissions. J'en prends acte. Je ne suis pas certaine que cela apportera beaucoup de nouveautés, puisque beaucoup de problèmes qui ont été mis en avant par le rapport de la Cour des comptes et éventuellement par certaines auditions, les réponses sont dans la réforme. Mais voilà, c'est le jeu démocratique et donc je serai appelée à venir à nouveau me présenter à la Commission et je le ferai bien entendu. Est-ce que cette réforme, elle pourrait être amendée en fonction des résultats de cette commission? Je ne peux pas présumer des résultats de la Commission. À ça. Toute bonne proposition doit pouvoir être entendue. Voilà, alors vous allez être auditionné, vous l'avez dit, vous savez déjà la date, vous savez quand ça sera? Fin mars, je pense, sinon ce sera juste après les vacances de Pâques. Une question qu'on se pose, est-ce que les opérationnels n'ont pas eu un peu trop de pouvoir au SIAMU? Est-ce que le cabinet n'a pas laissé un peu trop les rênes sur le coup? Alors, je ne pense vraiment pas. Moi, j'ai trouvé une situation conflictuelle vraiment grave à ce moment-là, quand j'ai pris mes fonctions. Et je pense que, comme je l'ai expliqué, ça venait notamment de conflits incessants entre les administratifs et les opérationnels, par absence de définition claire des missions de chacun. Je l'ai rappelé aussi, la mission principale du SIAMU, ce sont les interventions d'urgence. Et je pense que, comme c'est le cas dans les 34 autres zones de secours du pays, comme c'est le cas dans les zones de police, ce sont des opérationnels qui sont à la tête des autres zones de secours, des zones de police, etc. Et ça me paraît normal. Maintenant, il faut évidemment aussi qu'il y ait une aide et une intervention très forte de l'administratif. Et le coordinateur administratif, il aura l'obligation de donner un visa à l'ensemble des décisions qui touchent à la gestion administrative du SIAMU. Donc, il aura un pouvoir aussi d'intervention.
Quand on regarde le passé, on voit qu'il y a eu toujours beaucoup d'agitation autour du SIAMU. Plusieurs secrétaires d'État avant vous s'y sont cassés les dents. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile au SIAMU? Qu'est-ce qui fait que c'est un dossier particulièrement complexe? Je pense que ça vient fondamentalement du fait que la structure ne permettait pas de donner clairement les rôles de chacun. Je pense que c'est aussi une administration qui n'est pas comme les autres. Je dis, ce sont des hommes et des femmes qui vont vers le danger, qui vont vers le feu, qui interviennent. Ce n'est pas un métier facile, il demande beaucoup d'engagement personnel. Et là, je pense qu'il faut pouvoir le souligner. Voilà, pour le reste, je ne peux pas me prononcer sur ce qui a expliqué ces difficultés pour mes prédécesseurs. Je pense juste qu'en tout cas, il était nécessaire de pouvoir avoir une structure beaucoup plus claire en termes d'organisation. Alors, rapidement, on en vient à votre autre casquette. Vous êtes en charge du commerce extérieur. Là, vous revenez hier d'une mission en Tunisie avec une vingtaine d'entrepreneurs. C'était un message, un soutien politique à ce pays? C'est effectivement une des motivations, enfin en tout cas la motivation de ma présence. La Tunisie est un pays qui s'engage fermement dans un processus démocratique. Je pense qu'il faut le soutenir. Et une des conditions de la réussite, c'est aussi un développement économique qui puisse répondre aux attentes des Tunisiens. Le gouvernement tunisien s'est engagé dans des réformes qui, selon moi, sont à même de pouvoir à nouveau attirer des investissements étrangers, à pouvoir développer l'économie. Et il y a des opportunités à prendre pour nos entreprises bruxelloises et belges en général, d'où cette mission. Alors, vraiment 30 secondes. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse sur le rapport de l'audit concernant les ASBL de Scarbeck. Vous avez été bourgmestre faisant fonction pendant plusieurs années. Le rapport est plutôt positif. Et est-ce que finalement, il y a une sorte de suspicion illégitime sur les ASBL? Je pense effectivement que faire un audit, c'est de la bonne gouvernance. La volonté ici était clairement de faire un screening des 27 ASBL scarbecquoises qui sont sans jeton de présence, qui remettent chaque année leur rapport et leur compte auprès du conseil communal. Il s'agissait de vérifier qu'elles étaient toutes en ordre par rapport aux modifications de statut, par rapport à la réglementation des marchés publics. Et donc, s'il y en a qui doivent avoir quelques modifications, bien, cet audit va permettre de les aider à se mettre tout à fait en ordre. Mais je voudrais vraiment dire que le message qui doit être fait, c'est qu'il y a un contrôle des ASBL à Scarbeck depuis de nombreuses années avec un règlement qui explicite très clairement les obligations mais aussi les droits de ces ASBL que l'audit a permis de montrer. Il n'y a pas de gros problèmes et je voudrais en effet qu'on arrête de faire un amalgame entre audit égale scandale. Non, c'est une mesure de bonne gouvernance que de pouvoir analyser, vérifier que toutes les choses se passent comme elles doivent l'être. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les invités des experts seront Céline Frémaux et Vincent De Wolf. Bon week-end à tous.